C'est l'heure du combat. Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu justement de l'art martial et qu'est-ce qu'il était à l'époque, quelle idée on s'en fait aujourd'hui et de voir qu'il y a une petite différence entre ce qu'on pense de nos jours et ce qui se passait un petit peu à l'époque. On voit ça ensemble. En effet, j'en avais déjà parlé dans une vidéo et je trouve qu'on se focalise un petit peu trop sur ce qui est l'art martial aujourd'hui. On englobe sous ce terme beaucoup de choses qui sont bien souvent fausses. Alors, loin de moi l'idée de jeter un pavé dans la mare ou de discréditer les arts martiaux, mais il faut quand même un petit peu peut-être remettre les choses à leur place. Il n'y a pas longtemps, je regardais une vidéo, oui encore une fois, et c'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Bordas qui disait quelque chose de très vrai, et je pense qu'il faut vraiment revenir là-dessus, et que tous les pratiquants devraient savoir, afin de ne pas tromper les gens sur ce qu'il est vraiment. On ne pourra jamais retrouver l'esprit des samouraïs ou des guerriers d'antan. Pourquoi ? Parce qu'on ne vit pas à la même époque. À l'époque, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. À l'époque, les gens étaient préparés à mourir. Les samouraïs, quand ils étaient dans une école, tous les jours, ils étaient quasiment sûrs qu'ils allaient mourir. Qui aujourd'hui se lève tous les jours en sachant qu'ils vont probablement mourir? Personne. Personne, parce que nous vivons à une autre époque. Une époque où nous sommes protégés, où nous sommes dans un environnement, je parle encore une fois dans des pays dits civilisés. Donc je parle dans des pays industrialisés. On a des lois, on a tout un environnement qui nous préserve. On n'a pas besoin de sortir armé, même si dans certains pays c'est le cas. Mais en tout cas, vous ne vous levez pas le matin en disant je vais mourir aujourd'hui parce que je vais être attaqué par un gars avec un sabre. Même si les temps sont durs avec les attentats, mais en tout cas, c'est pas lors d'un duel qu'on va se mettre à perdre la vie. Donc l'époque était différente. Les budo, les arts guerriers, appelez-les comme vous voulez, mais en tout cas, c'était des écoles militaires. C'était des gens qui avaient non seulement du travail technique, mais il y avait aussi du travail que je dirais un petit peu qui va sur la stratégie guerrière, sur tout ce qui est vu en amont lors de combats. Et quand je parle de combat, encore une fois, ce n'est pas un contre un. C'est sur un champ de bataille. Donc c'est une troupe contre une autre troupe. C'est plusieurs contre plusieurs. Il n'y a pas d'arbitre et tout est possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. Bien souvent, quand on entend les gens dire « Oh, la guerre, c'est horrible, il y a eu des civils de tués », ils s'en foutaient un petit peu de savoir s'il y avait des civils ou pas de morts. Pour vous raconter une histoire, c'est Cao Yun-chen qui, à l'époque, avait fait décimer des villages entiers pour préserver les convois de l'empereur. Enfin, quand je dis ça, je suis peut-être un petit peu extrémiste, mais bien sûr que sûrement il s'en souciait, mais il y avait une mission à accomplir et parfois il valait mieux quelques morts pour en préserver plusieurs milliers. Alors ça, c'est des questions philosophiques, je ne rentrerai pas là-dedans, j'essaie simplement de remettre dans le contexte les arts martiaux qu'ils sont devenus aujourd'hui, ce qu'ils sont aujourd'hui. Ce n'est plus le même contexte, nous n'avons pas le même esprit guerrier, nous ne sommes pas des combattants de tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, on devrait pratiquement combattre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc dans toutes les écoles martiales, quelles qu'elles soient, la mienne y compris, nous essayons de retransmettre un petit peu l'âme qu'il y avait, mais sans jamais être dedans. Qui va travailler par exemple dehors par temps froid, à moitié à poil, pieds nus dans la neige, pieds nus dans les graviers, s'obliger à vivre des choses difficiles pour que le mental travaille. Si ça, on ne l'a pas dans la pratique martiale, si on n'a pas des choses qui sont difficiles, ça va être compliqué de vouloir retraduire et retranscrire ce qui se passait à l'époque. À l'époque, il y avait cette notion de mort. On était prêt à mourir, on savait qu'on avait ce risque de mourir. C'était lui ou nous. C'est plus le cas aujourd'hui. Ces arts martiaux ont connu à un moment, après la guerre, il y a eu un transfert un petit peu entre ce qui était guerrier et quelque chose qui est devenu sportif.
Jigoro Kano, dans une lettre, alors il faudrait que je la retrouve, mais en tout cas je pense que vous pouvez la retrouver sur Google. Jigoro Kano a fait une lettre concernant le judo et on va dire, sa mission secrète, la mission secrète du judo. C'est que le judo, pour faire bref, était une façon un petit peu comment dire, c'est une forme d'espionnage. Bizarre ce que je dis, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'était de pouvoir, à travers le judo, investir les autres pays et donc de se familiariser avec eux et d'endormir un petit peu l'ennemi, entre guillemets, en tout cas endormir le monde extérieur au Japon et à travers le judo, de se faire des amis, de se faire des connaissances, ce qui permettait ensuite de mieux manipuler les gens et d'en faire un petit peu plus ce qu'on veut. Connaître son ennemi pour mieux le vaincre. Et c'est un peu le judo, l'art de la souplesse, courbée pour mieux combattre s'il le faut. Regardez, vous retrouverez cette lettre et c'est un peu le testament que Kano laisse un petit peu à tous les pratiquants. En tout cas, c'était sa mission secrète, un petit peu d'investir les pays. Mais c'est de bonne guerre. Tout le monde fait plus ou moins ça. Hein. Aujourd'hui, il y a même eu, avec tous les systèmes comme le Krav Maga, comme d'ailleurs en Suisse, ils commencent apparemment à regarder un petit peu tous les clubs parce qu'il y aurait des espions dedans. Enfin bon, ça me fait un peu rire, mais c'est vrai que ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Mais bon, c'est une parenthèse. Donc je disais que les arts martiaux, on a subi après la guerre, en 1945. Il y a eu d'ailleurs au Japon, une fois que les Américains sont arrivés, ils ont interdit les pratiques japonaises, donc tous les budo, toutes les formes guerrières. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était des centres de regroupement, de regroupement des nationalistes, des ultranationalistes nippons. Et donc, pour mettre un terme à ça, ils ont interdit toutes les pratiques des arts martiaux au Japon. C'est d'ailleurs l'Okinawate, où il y avait le karaté, l'Okinawate, qui s'est revendiqué comme art chinois et non pas japonais, ce qui leur a donné la possibilité de continuer à pratiquer, rechercher. Je sais qu'il y en a certains qui vont dire c'est pas vrai, mais c'est pourtant une réalité. L'Okinawate a donc été... ils ont accepté que la pratique puisse continuer. Comme les arts guerriers n'étaient pas bien vus et comme je vous dis, les ultranationalistes étaient là et donc ils pensaient qu'ils étaient formés là-bas et c'est pour ça qu'ils avaient donné naissance aux kamikazes, ceux qui étaient capables de se donner la mort. Ils ont cherché donc à éradiquer tous ces clubs et toutes ces écoles et par la suite, donc, pour pouvoir continuer, ils ont commencé à s'orienter sportif, ils ont prôné justement le côté sportif et non le côté guerrier. Et à cette époque, donc, c'est là où on a commencé à voir un petit peu toutes les tendances avec le do. C'est-à-dire que toutes les formes, toutes les écoles qui finissent par do sont plutôt axées santé et côté sportif plutôt que le côté martial. Et quand j'entends martial, c'est vraiment l'art de la guerre. Ceux qui connaissent tout ce qu'il faut pour vaincre une guerre. Et donc, non pas un contre un, mais plusieurs contre plusieurs sur un champ de bataille ou sur des opérations bien précises. Et donc, il y avait aussi tout un côté stratégie, comme le Sun Tzu qui l'indique, où il y a des traités entiers. Hein. Le Sun Tzu, c'est un personnage, donc un stratège, et qui est même lu encore aujourd'hui. Il y a un petit livre qui s'appelle le Sun Tzu, et c'est l'art de la guerre. Et dedans, il est écrit qu'il faut s'adapter donc au terrain, qu'il faut connaître son ennemi, donc de l'espionnage, que la diplomatie fait partie des moyens mis en œuvre pour gagner une guerre. Là, il y a 13 chapitres. Et vous verrez que dedans, on est loin du point-pied et juste se battre un contre un avec un arbitre ou dans un octogone ou sur un ring ou sur un tatami. Donc il faut remettre quand même les choses en place, de bien dire à ses élèves, je pense que c'est une question d'honnêteté, c'est de dire à ses élèves que on retransmet des choses qui ont été données, qui est à un temps donné, donc dans des circonstances où on se battait avec des armes, et tous les Tao que l'on fait sont souvent issus avec des armes. Et on a enlevé les armes, et du coup on fait parfois des gestes où on n'a pas trop de connexion, on se demande un petit peu ce qu'on fait. Eh bien, un petit indice,
Mettez dans votre main gauche un bouclier et dans votre main droite une épée, ou en tout cas une arme, une lance, une épée, ce que vous voulez. Et vous verrez que dans les Tao, quand on vient faire des formes comme ça où on lève, et ben imaginez avec un bouclier ce que ça pourrait donner, et on est un peu plus dans la réalité. Sauf que avec le temps, on a inversé la pratique. Avant, dans toutes les écoles de guerre, c'est une logique, hein, c'est juste du bon sens. Vous partez pas à la guerre main nue. Donc, quand on apprenait à se battre, on apprenait à se battre avec une arme. Donc on avait tout de suite une épée, un sabre, une lance, des couteaux, un arc, arbalète, ce que vous voulez, mais en tout cas on n'y va pas avec les mains nues et pas en t-shirt, en kimono, en dogi pour reprendre une certaine personne qui m'a reprise sur le fait que le terme kimono n'était pas bon, ce que j'assume tout à fait, c'est vrai. Mais kimono, tout le monde comprend. Si je dis dogi, on comprend moins. Sauf pour les experts, les spécialistes. Mais tout le monde n'est pas dans ce domaine-là, dans cette case. Et il y a beaucoup aussi de gens néophytes et qui comprendront plus le terme de kimono. Donc je sais bien que c'est pas un kimono, mais même c'est encore faux parce que si on veut faire un art martial, eh bien tout ça, on ne le met pas. C'est en dessous l'armure. On partait en armure. Et puis, par contre, lors du combat, effectivement, il se pouvait qu'on perde nos armes. Donc, le second enseignement, on nous apprenait à se battre avec les mains nues. Et souvent, les mains nues ou avec armes, les gestes étaient similaires, à quelque chose près. Mais en tout cas, première chose, avec les armes. Deuxième, main nue. Aujourd'hui, on fait l'inverse. Aujourd'hui, comme il est interdit d'avoir des armes, qu'est-ce qu'on fait? On apprend d'abord à se battre main nue, parce que c'est comme ça qu'on est tous les jours, main nue, on n'a pas d'armes sur soi, on n'a pas de... Enfin, en tout cas, si vous en avez, c'est interdit, on le sait. Par contre, on peut avoir des armes par destination, hein. Un stylo, un peigne, des clés, un briquet, tout ça peut devenir des armes. Mais en tout cas, ils ne sont pas catégorisés comme ça, donc on peut l'avoir sur soi. Mais en tout cas, des armes, un couteau, une matraque, un revolver, un sabre, on est bien d'accord, on ne peut pas l'avoir. On apprend d'abord à se battre en main nue, donc là ça devient le premier principe aujourd'hui, et deux, avec une arme. Dans certaines écoles, on apprend les armes, mais seulement après. C'était l'inverse dans les temps anciens. On apprenait d'abord avec les armes. Donc ça c'est important de le dire, de dire ces vérités, même si parfois certains s'en offusquent, mais c'est une réalité. On ne pratiquait pas forcément dans un dojo, on pratiquait en plein air, dans des conditions qui étaient dures, pour forger l'esprit, forger le mental. Aujourd'hui, c'est de moins en moins fait. Aujourd'hui, on pratique dans un dojo qui est chauffé, sur un tatami où on se fait pas mal. Donc, c'est plus tout à fait pareil. Si aujourd'hui, on voulait pratiquer comme dans les anciens temps, je pense qu'on aurait beaucoup moins d'élèves. Ça, c'est sûr. Les gens qui sont prêts à avoir mal, il y en a de moins en moins. Aujourd'hui, on ne veut pas peiner, on ne veut pas souffrir, il faut que ça aille vite, on veut apprendre très vite, on veut apprendre à être ceinture noire en 10 leçons. Il y a des formations, même maintenant, on voit des fois sur le net des choses qui sont incroyables. Moi, j'ai toujours halluciné de voir qu'on pouvait devenir professeur ou instructeur en quelques séminaires, 2, 3, 4 séminaires. Moi, quelque part, ça me fait un peu peur. Mais pourquoi pas, si c'est comme ça dans l'évolution, au moins il y a peut-être une transmission, mais je trouve que c'est dommage parce que les arts martiaux, il y a tellement de choses derrière, il y a une philosophie, il y a une spiritualité, il y a une façon de se comporter dans la vie, et puis oui, il faut passer par le côté souffrance, sans avoir à porter une tenue en latex ou en cuir, ça c'est autre chose, même si ça peut être sympa, mais dans d'autres conditions, je pense qu'il faut savoir essayer de s'approcher d'une certaine douleur quand même, savoir que ça fait mal, et puis ça sert quand même aussi le jour où vous vous retrouvez dans une situation où vous allez prendre des coups, de ne pas découvrir ce jour-là ce que c'est qu'un coup. Il y a un moment, je trouve que c'est important, c'est de mettre les gants et pas forcément un contre un. Alors ça c'est un début, ça peut être une première étape, mais très vite de passer avec 2 personnes, faire des mises en situation, faire des jeux de rôle, peut-être dehors aussi, être dans la salle, disposer des éléments, des tapis, des chaises, des tables, vous mettre dans une situation
où la personne ne sait pas ce qui va arriver, et puis des collègues, donc il y a déjà moins de stress, mais en tout cas c'est des situations, voir qu'est-ce que je vais faire dans telle et telle situation avec le bagage que j'ai, quel qu'il soit, et puis c'est d'essayer de répondre au mieux de ce qu'on peut faire au moment où ça se passe, où ça arrive, et de voir un petit peu les réactions qu'on va avoir. Est-ce qu'il faut frapper? Est-ce qu'il faut se sauver? D'ailleurs, se sauver, c'est une intelligence aussi, hein. Il y a beaucoup de gens, c'est un lâche, etc. Mais le but, c'est de sauver sa vie quand même, hein, à la base. Donc, sauver sa vie, ça me semble très important. Donc, il faut savoir courir. Faire un peu de sport, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que si vous vous retrouvez à 15 personnes, c'est peut-être pas le moment et pas le lieu de faire le super-héros ou le héros. Tous les héros, généralement, ils finissent mal. Ils finissent souvent morts. Donc, le héros, un autre jour, mais ce jour-là, c'est peut-être pas le bon moment. Être un héros pour sauver quelqu'un qui se noie, là, ça me paraît bien. Vouloir faire le caïd, vouloir faire le show face à 10 gars qui sont décidés à vous taper, vaut peut-être mieux savoir courir. Enfin bon, après, c'est que moi que ça regarde. Je pense que l'art martial rend intelligent. L'intelligence, c'est parfois aussi de désamorcer une confrontation avec l'humour, ou peut-être avec des paroles. Rappelez-vous, dans le Sun Tzu, tout à l'heure, je parlais de la diplomatie. Et dans le Sun Tzu, il est dit que tous ceux qui passent à la guerre en première étape sont des imbéciles. Quelque part, c'est des gens qui n'ont pas eu l'intelligence de trouver les bonnes façons de faire que tout le monde parte en étant un peu gagnant. Parce que si vous mettez toujours l'autre dans l'humiliation, dans la perte, il y a des retours qui peuvent être terribles. Donc, quand vous êtes dans une situation difficile, parfois l'humour, la diplomatie peut désamorcer une confrontation. Et l'art martial doit rendre les gens intelligents et pas simplement des brutes épaisses. Mais, je le dis, il faut savoir en club faire un peu la brute épaisse, c'est-à-dire mettre les gants et puis prendre des coups avant de les donner. Il faut savoir les prendre, et puis vous risquez pas grand chose en club, mais en tout cas le but c'est d'aller toujours un petit peu plus de ce qu'on peut faire. Donc au début ça va être léger, et puis dès que vous prenez confiance en vous, c'est de monter un petit peu les étapes pour essayer d'en prendre un petit peu plus. C'est bien quand même pour forger ce mental, et que lors d'une confrontation, il n'y ait pas cette peur, enfin en tout cas qu'elle soit moins présente, et parce que vous en aurez tellement pris dans les cours et que vous vous sentirez déjà un petit peu plus sûr de vous. Donc petite parenthèse sur cet art martial qui est devenu aujourd'hui beaucoup, pour la plupart, sportif, un côté sportif, donc avec la compétition. On le voit dans beaucoup d'art martial aujourd'hui, il y a de la compétition, c'est-à-dire qu'il y a le côté traditionnel avec toute la philosophie, la spiritualité, des choses plus axées santé, et puis le côté vraiment où on fait de la compétition. Donc les deux ne sont pas à dissocier, c'est bien de faire un peu les deux, même si vous ne faites pas de compétition. Moi par exemple j'en ai pas fait, mais par contre on faisait du combat, et pas forcément un contre un, mais un contre plusieurs, et ça me semble vraiment important, c'est d'avoir cette notion qui se rapproche de la réalité. Parce que la réalité, honnêtement, vous ne l'aurez que dehors et face à plusieurs personnes. Là, ça sera la réalité. Et vous savez, n'oubliez jamais que sur un tatami, on est dans un environnement que l'on connaît, avec des gens que l'on connaît. Donc quand vous êtes fort sur un tatami, quand vous avez de la technique, quand vous êtes ceinture noire, 1er, 2, 3, 4, 5e dan, ce que vous voulez, eh bien ça sera dehors bien différent. Pourquoi? Parce que les gens qui seront dehors, ne vous connaissent pas. Ils en ont rien à foutre de savoir si vous êtes 5e, 8e dan ou ce que vous voulez, ou grand maître. Ils s'en foutent. Vous n'avez pas vos repères. Vous n'êtes pas habitué à ces gens-là. Vous ne savez pas ce qu'ils vont faire. Vous ne savez pas s'ils vont attaquer à plusieurs, s'ils sont armés ou pas. Et là, en termes de détermination, il va falloir en avoir sous le coude, parce que eux, ils seront déterminés à faire quelque chose. Les rôles s'inversent, c'est-à-dire qu'on n'a plus notre auditoire, on n'a plus des gens qu'on connaît, avec nos techniques qu'on maîtrise, où on dit ce qu'on va faire, et donc du coup ça se passe comme on amène les choses. Dehors, ça sera complètement différent. Donc c'est bien de se mettre en situation de sortir de cette zone de confort. On revient aussi au développement personnel, savoir sortir de sa zone de confort, donc de faire des mises en situation, des jeux de rôle, pour justement s'obliger et s'habituer à anticiper, à s'adapter
et de réagir au plus vite de ce que l'on peut, quitte à se sauver s'il le faut. J'espère avoir été clair. Encore une fois, le but, j'aime trop les arts martiaux pour les dénigrer et pour, encore une fois, jeter un pavé à la mare. Mais c'est ma vision, je trouve que c'est important des fois de remettre des petites choses en place. Après qu'on soit d'accord ou pas, mais il y a des choses que je viens de dire qui sont quand même historiques. Et c'est une réalité, ça a changé. Et puis de toute façon, vous le voyez bien, on n'est pas dans une guerre comme ça pouvait se passer à l'époque, où on a deux clans qui s'affrontent avec des armes et on est sur un champ de bataille. C'est quand même assez rare, voire inexistant de nos jours. Donc, bien resituer les arts martiaux, ce qu'ils étaient à l'époque, ce qu'on en a fait aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça leur enlève du prestige ou quoi que ce soit, mais c'est bien de... Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, il y a pas mal de gris, et puis il y a aussi des fois des couleurs. Donc voilà, donc continuez de pratiquer pour ceux qui le font, et puis transmettez des bonnes choses. Ça me semble quand même le plus important, que ce soit de la santé, du combat. S'il peut y avoir les deux, ce serait bien, parce que, à mon sens, et ça encore une fois, c'est que ma vision, mais les deux sont indissociables, yin-yang. La santé et le combat, savoir se défendre, savoir protéger son intégrité physique, mais sa santé également, prendre soin de soi, parce que c'est comme ça qu'on sera optimum. Sur ce, restez forts, restez beaux, et surtout restez bienveillants. Fight! C'est où la guerre ?